ça va être une conférence de mon collègue Sam Chauvette, qui est conseiller en horticulture à Victoriaville. Et par la suite, moi, je vais faire aussi une présentation dans le même bloc de conférence. On va prendre la période de questions à la toute fin. Sam Chauvette a activement participé à la révision de l'ensemble du guide de l'ail au courant de la dernière année. Donc, il a eu l'occasion de lire l'ensemble des chapitres et puis il vous a présenté une conférence aujourd'hui pour optimiser votre régie de culture afin de prévenir les maladies. On sait que c'est quand même une problématique présente dans les chandails du Québec. Donc, je laisserai Sam partager sa présentation. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très content de voir la participation aujourd'hui. C'est tout le temps très plaisant de faire des activités provinciales où est-ce qu'on a une participation forte comme ça. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler des conditions pour réussir la culture de l'ail d'un bout à l'autre de la production parce que ça peut être facile, entre guillemets, de faire de l'ail, mais réussir son ail puis qu'elle soit belle jusqu'au bout, c'est un très beau défi. Donc, plan de la présentation. Oh, excusez. Rapidement, là, choix du site, préparation du sol, implantation, phytoprotection, récolte, conditionnement. Aspect économique, je vais le passer très rapidement parce que Geneviève aussi va en parler. Donc, je vais aussi passer rapidement sur ce point-là, vu qu'on parle d'ail depuis déjà un moment. Mais on voit que l'ail, c'est pas d'hier, c'est cultivé depuis des millénaires. C'est à la mode, non seulement pour des raisons de santé, c'est tendance dans les recettes, ça goûte bon. Puis on voit, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Donc, c'est pas pour rien qu'on met du temps là-dessus au MAPAC. C'est une vivace, mais cultivée comme une annuelle. Donc, c'est vraiment une section de la plante qu'on replante à chaque année. Fait que c'est une propagation végétative. C'est pour ça que c'est très important, en fait, d'avoir une bonne semence dès le départ, puis d'en prendre soin. Donc, la semence de qualité, elle est rare et coûteuse. C'est normal de payer plus cher pour une semence de qualité, à mon avis. Donc, relativement facile à cultiver au Québec, ou presque, et on suit là-dessus. Donc, on commence par le choix du site. Mon défi aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens dans l'audience qui sont à la fois des producteurs, on pourrait dire émérites, des locomotives pour le secteur, et il y a aussi des gens qui sont de futurs producteurs et qui vont magasiner des terrains bientôt. Donc, on a un grand défi de vulgarisation, mais bref, on va y aller de même. Pour le choix du site, il faut y aller avec un site avec un très bon drainage, puis l'égouttement, c'est primordial. Donc, quand on... un des aspects les plus importants au départ d'une production, surtout pour les gens en démarrage d'entreprise, c'est de choisir un site qui a un bon drainage, puis un bon égouttement. Parce que, ben, je vous apprendrai pas grand-chose en disant ça. L'ail, ben, on la plante dans le sol, c'est un bulbe. Puis, le produit qui est récolté est en contact direct avec le sol. Puis aussi, l'ail peut faire un très grand système racinaire, jusqu'à plus de 25 cm. Donc, quand on choisit un site, bien, on fait un profil de sol, on vérifie la hauteur de la nappe d'eau au printemps, on vérifie le pH. Le pH, ça peut se corriger, mais des fois, les vieux champs un peu à l'abandon, ben, on a des champs au pH de 5, des choses comme ça. Donc, c'est à corriger. La culture de l'ail, elle s'adapte à la majorité des sols, que ce soit le sable, l'ombre, l'argile ou les combinaisons. C'est juste qu'il faut adapter ses productions, ses méthodes aux différents types de sols. Donc, dans le sable, ben, c'est mieux de planter plein sol, donc pas buté, pour limiter l'assèchement. Puis c'est l'inverse. Au niveau de l'argile, on est mieux de buter, faire des billons pour aider au moins à conserver la zone du bulbe bien sec, pas trop non plus, mais pas trop humide dans des périodes prolongées. Puis au niveau du sable, il faut prévoir de l'irrigation ou au minimum, je dirais, si on n'a pas d'irrigation, de bien pailler. J'ai des producteurs qui ont des beaux résultats sur du sable bien drainé qui ont simplement paillé,
Mais même l'année passée, avec la sécheresse qu'on a eue de 2020, ben, ça n'a pas été la sécheresse la pire connue, mais avec ce qu'on a connu, ben, même ce producteur-là qui avait des bons résultats avec la paille, ben, finalement, va se mettre à irriguer. Le loam, c'est intermédiaire, ça peut se comporter comme l'ail. Au niveau de l'argile, il faut prévoir un système d'aspersion. Ça peut être contre-intuitif, mais l'argile, en séchant, à mesure que le bulbe grossit, si l'argile se fige, ben, ça va emprisonner le bulbe, puis on peut avoir des bris dans la croissance, mais particulièrement prévoir une aspersion avant la récolte pour ameublir l'argile, pour que ça aille bien. C'est sûr que, je le marque ici, là, structure, porosité, compaction. J'ai déjà vu de l'argile qui était super belle. On aurait dit un peu de quasiment un gâteau des anges, tellement qu'il y avait une belle structure. Puis aussi, on a de l'argile qui est comme dure de même. Donc, choisir un sol qui va donner la chance à l'ail de faire des belles grosses racines. Puis ici, on voit, là, ça a été arraché du sol, là. Les racines descendaient bien plus bas que ça. Fait qu'on dit plus de 25 cm dans le sol. Puis, moi, ça ferait quasiment un défi pour l'Association des producteurs d'ail, genre de faire un concours des plus belles racines, des plus longues racines d'ail. Puis, ça serait intéressant, on pourrait documenter ça en même temps. Donc, ceci. Au niveau de la rotation de culture, on a des besoins de faire une rotation d'au moins 4 à 5 ans sans aliacé. Aliacé, c'est la famille des oignons, dont l'ail fait partie. Donc, oignons, poireaux, ail sont les principaux. Les besoins de fertilisation sont modérés. Je vais en revenir un petit peu plus tard. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de la mettre après une culture qui est exigeante, comme la pomme de terre, des courges, des fraises. Donc, juste les reliquats, dans le fond, les restants de la fertilisation de l'ancienne culture vont être amplement suffisants dans un sol en santé. Le sol en santé, c'est quelque chose que je vais répéter plusieurs fois dans la présentation parce que, dans le fond, ça permet d'éviter les problèmes, un sol en santé. C'est comme des humains, en fait. En santé, c'est plus simple. Donc, les engrais verts, c'est intéressant avant la plantation pour plusieurs raisons. Mais c'est sûr que c'est un classique, ça va baisser les mauvaises herbes, baisser l'érosion. Dans certains cas, là, on a des régions qu'il n'y a pas beaucoup de brise-vent ou qui sont des butons exposés au vent. Ça va conserver la matière organique, ça va augmenter la matière organique. Puis, dans certains cas, particulièrement quand il y a des légumineuses, le fameux classique avoine-pois, là, qui est un must, un coup de cœur, ben, ça fait un bon apport fertilisant. Puis encore une fois, dans un sol en santé, selon moi, ça serait à prouver dans une étude. Là. D'ailleurs, l'équipe de l'IRDA travaille là-dessus. Ça pourrait remplacer en bonne partie l'apport de fertilisant s'il y a une bonne matière organique dans un sol en santé. Ouais, ben, je me rends compte que je fais un petit peu. Je me répète un peu ici, mais je pense que c'est parce que c'est important. Donc, préparation du sol. Avant de faire quoi que ce soit, faites un profil de sol en compagnie d'un professionnel. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être un agronome, mais au minimum, quelqu'un qui connaît bien ça, qui est habitué. Il y a certaines personnes, des techniciens, mais des agronomes qui sont spécialisés là-dedans. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans les cas de démarrage. C'est la première chose que les gens souvent achètent des petites terres, des petits lots qui étaient abandonnés par les autres producteurs, mais des fois, il y a des raisons pour ça. Fait que là, on retrouve de la compaction, des marbrures, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui s'accumule, puis c'est pas bon. Ça veut dire que ça va sûrement prendre un drainage. Des débris organiques non décomposés, ça aussi, ça veut dire que le sol ne respire pas. Puis des odeurs, tu sais, le sol, c'est supposé de sentir bon. Puis il pourrait y avoir aussi des marbrures ou des taches orangées. Ça veut dire que l'eau monte puis descend. C'est toutes des choses comme ça qu'un agronome ou quelqu'un qui est habilité à faire des profils de sol de qualité pourrait vous parler. Puis c'est aussi, quand on fait un profil de sol, bien, on peut voir des zones de compaction. Donc, dans les cas où l'ancien exploitant agricole utilisait la charrue de manière répétée, parfois dans des mauvaises conditions, bien, à 20 cm dans le sol,
c'est vraiment pas rare d'avoir une zone de compaction à cette profondeur-là. Donc, on peut faire un sous-solage à la profondeur, dans le fond, de cette zone de compaction-là. Une des choses qui est bien importante, c'est particulièrement au niveau des nouvelles parcelles maraîchères, c'est peut-être moins important au niveau des gens qui sont en production depuis longtemps, c'est la destruction initiale des mauvaises herbes. Puis, comme le chien dent est souvent là, un peu notre star des mauvaises herbes de vieux pâturages, vieilles prairies, ben, si ça fait longtemps que le sol n'a pas été travaillé, ben, ils sont tout le temps juste dans le 10 cm ou moins. Donc, allez pas faire passer à charrue, dans le fond, puis revirer les mauvaises herbes dans le fond, puis vous amener des problèmes que vous ne seriez pas capable de gérer. Travaillez juste la profondeur où ce que les racines, mais c'est encore là, ça vient être répondu, cette information-là, elle vient du profil de sol. On le voit tout ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben là, on y va dans le travail primaire avec l'outil de votre choix, des herses à disque, des chisels, la charrue de moins en moins. Travail secondaire, c'est si nécessaire. Encore là, l'information vient du profil de sol. Puis, il y a beaucoup de si les conditions sont bonnes. Parce que si on fait un sous-solage dans les mauvaises conditions, ben, on empire la situation au lieu de l'améliorer. Puis, je pense que c'est pas ça qui est voulu. Donc, sous-solage, ben, il n'y a pas tellement de zones trop creuses de sous-solage. Dans le fond, c'est la limite des machines, souvent. Dans le fond, au moins 80-100 forces de tracteur par dent. Puis on y va à la profondeur qu'il faut, parce qu'il y a des compactions. Puis souvent, ben, dans ma région, ben, souvent, ben, il y a le roc qui arrive. Puis de toute façon, on va plus creux que le tracteur est capable d'aller sans briser la machine. Puis particulièrement, on se concentre s'il y a des zones de compaction pour travailler dans la zone ou juste en dessous de la zone pour faire éclater les zones de compaction quand c'est assez sec, souvent à la mi-juillet. Au niveau de l'implantation, les variétés à col dur, comme notre classique musique, sont habituellement implantées à l'automne. Là, j'ai eu des cas où des gens commençaient à l'implanter comme la colle mou au printemps, mais avec la même technique que le col mou. Donc, variété à col dur musique, implantée de 3 en gras à 6 semaines avant le gel du sol, soit de mi-septembre à mi-octobre, selon où ce que vous êtes. Il y a des gens qui plantent vraiment tôt, puis qu'ils laissent pointer l'ail, pointer dans le fond l'apex, la partie aérienne qui sort du sol. Moi, je recommande vraiment de trouver votre moment idéal où est-ce que ça va permettre de produire une belle zone racinaire qui commence à se développer, puis peut-être l'apex qui sort un peu, mais qui reste dans le sol pour qu'il soit à la protection. Puis de planter de 5 à 10 cm de profondeur. Ça, c'est selon la grosseur de vos bulbes, selon la santé de votre sol, puis plein de facteurs finalement. Mais idéalement, c'est pas mal à 3 pouces ou 8 cm, là, qui est un peu le classique et le plus répandu. Les variétés à col mou, dont on a parlé tantôt, plantation à l'automne, c'est plus rare. De plus en plus, c'est au printemps, parce qu'il arrive durant l'hiver. Puis, donc, ils sont conservés à moins 3,5. Ça a besoin de au moins 4 semaines à 7 degrés pour lever la dormance. Donc, c'est plus complexe un peu que la classique musique, que si on la plante dans le bon temps, ben c'est parti. Puis, il faut la planter un petit peu plus en surface parce que ben, les cailleux sont plus petits. Les espacements, là, on voit que ça joue beaucoup. Puis les rendements, c'était une question tantôt qui est revenue dans les autres présentations. Ben, les rendements, moi, plus que ça va, plus que je vois des cas où est-ce que les producteurs, ils plantent de l'ail de plus en plus avec plusieurs rangées proches. Puis dans le fond, une rangée d'ail, ben, ça va être une rangée de production. Ben, ça va être 4 rangées d'ail, puis à moins de 6 pouces. Mais le classique, c'est 6 pouces. Puis moi, 6 pouces, 6 pouces, ben, c'est un peu ce que j'ai vu. Il faut juste réfléchir à comment le gérer après au niveau du sarclage. Bon, petite répétition ici. Bon, ben ça, c'est un classique de la vie, là. Peu importe ce que vous faites, faites-le bien. Comprenez votre site, votre sol, puis adaptez votre régie. Parce que moi,
puis nous, les agronomes ou peu importe les conseillers, on vous donne des conseils, mais il faut comprendre ce qu'on fait puis notre site, parce que chaque site est unique. Des fois, vous avez des microclimats plus chauds, plus frais. Au niveau de l'uniformité de la profondeur, très, très important, c'est quelque chose, je pense, qui est à améliorer de manière générale, à part ceux qui sont vraiment des excellents planteurs, parce que ça amène uniformité de la levée, des baisses de dommages au gel, donc encore si bonne profondeur, puis accompagnement et réseautage, c'est encore plus nécessaire pour réussir les techniques d'implantation au printemps. Je dis encore plus parce que dans le fond, le réseautage puis l'accompagnement, c'est une bonne idée en général, mais pour ces techniques-là, ben, c'est encore de l'innovation, puis c'est encore une minorité de producteurs qui font ces techniques-là. Là. Au niveau de la gestion des mauvaises herbes, l'ail est peu compétitive puis est affectée par les mauvaises herbes. Donc, on peut voir ça des fois, des champs qu'il faut se chercher pour trouver l'ail au travers du chénopode puis de l'herbe à poux. On essaie d'éviter ça le plus possible, pas seulement pour réduire les allergies de la population, mais aussi pour avoir des rendements. Il faut bien préparer le sol puis détruire les vivaces avant l'implantation parce que après, vous risquez d'endommager votre culture. Une des méthodes qui est de plus en plus utilisée, c'est le peigne, mais pas trop raide, puis pas trop vite surtout. Donc, à 1,5 km/h, c'est pas vite, jusqu'à la formation du bulbe. Puis, il faut prévoir une implantation en rang pour sarcler sur le rang. Donc, peu importe la régie que vous utilisez en termes d'espacement, il faut toujours penser que plus que vous plantez de rette, plus que ça va bien aller, le mieux que ça va aller pour sarcler. Mais c'est aussi de penser vos machines. Dans le sens que ici, on voit le tracteur solitaire qui est produit par notre collègue de Club Conseil, Denis Giroux. Ben, on voit qu'ici, c'est un espacement aux 30 cm parce que dans le fond, ça passe ici. Puis il y a une rangée. Mais éventuellement, ben, on va travailler pour d'autres systèmes pour être capable de planter 2 rangées, puis sarcler 2 rangées. Puis ça pourrait être il y a plusieurs façons. Puis c'est à vous d'être créatif, puis de regarder c'est quoi les outils que vous avez à votre ferme. Parce que ça n'a pas besoin d'être l'affaire qui coûte la plus chère. C'est sûr que les doigts cresse, ça reste un classique, mais il y a plein d'autres options. Puis c'est d'être imaginatif dans vos combinaisons. On voit aussi, il y a des gens qui font sur paillis de plastique. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Puis des fois, ben, si vous faites une autre culture horticole sur paillis de plastique qui est exigeante, ben, vous réutilisez le même paillis de plastique, vous plantez votre caillou là-dedans. Mais faites attention, c'est plus facile de faire des erreurs de profondeur, surtout si vous plantez à la main là-dedans. Donc, c'est plus difficile de vérifier, on a-tu bien fait ça. Oh, on arrive à un sujet chaud, la paille. Donc, la paille, là, c'est utilisé pour plusieurs raisons, puis c'est à ne pas utiliser pour plusieurs raisons. Puis on va en parler. Donc, ça peut aider pour la protection hivernale, diminuer le besoin d'encerclage, diminuer le besoin d'irrigation, protéger le sol contre l'érosion en période froide. Mais la grande question arrive, je suis comme ça, to paille or not to paille? Grande question, bon. C'est quasiment une religion, là, pailler ou pas pailler. Il y en a qui croient dur comme fer qu'il faut, puis il y en a d'autres qu'il ne faut pas. Mais ça, des fois, c'est un bon signe. Ça veut dire que les gens comprennent bien leur système. Il y a certains sites que s'ils ne paillent pas, quasiment tout meurt, puis il y en a d'autres que ça ne sert absolument à rien. Donc, puis là, on voit ici, et peu ou pas de problèmes de gel sont observés si on plante à 7-8 cm. Là, je dis virgule, donc bonne profondeur, au bon moment et dans un sol bien structuré. Donc, besoin de paille ici, il y a un manque de couverture de neige pendant les grands froids. Ça, c'est relatif. Des fois, c'est même pas vrai. S'il y a un sol bien structuré et qui est à bonne profondeur, il y a des cas, ça ne dérange pas. Des champs au grand vent, ça, c'est bon. Ça, c'est vrai. Puis on met de la paille, puis on met même des clôtures à neige.
Mauvais écoutement de sol, oui, peut-être, mais c'est une mauvaise condition pour cultiver l'ail, point. Parce que dans le fond, ça va comme un sol qui est gorgé d'eau, ben, il va geler plus, puis en plus, ça va aider ça va faire des fissures, puis les maladies fongiques vont rentrer. Fait qu'on dit, ah, mais mes semences n'étaient pas bonnes. Mais là, tu vas voir le sol, puis le sol, c'était plein d'eau. Fait que finalement, c'est pas des plantes aquatiques, là, c'est de l'algue. Un dénivelé inégal, ça fait des cuvettes. Fait que le champ, il va être beau sur le top de la butte, puis il va être laid dans la cuvette. Donc, parfois, ben, un nivellement de champ peut être une bonne idée avant, si on pense cultiver au même endroit pendant longtemps. C'est un investissement, mais parfois, drainer puis niveler, ben, si on pense produire pendant 20 ans de l'ail, ben, on va s'éviter bien des problèmes financiers et etc. En préparant bien le sol ou en choisissant le bon champ. Puis des fois, ben, il y a des producteurs qui disent juste, ben, moi, je suis trop stressé, je mets de la paille, puis je dors mieux dans le temps des fêtes. Ben, crème, si ça prend ça, ben, go, tu sais. Bon, donc, 50 nuances de paille. J'ai pas mis l'image sur celle-là. Je vous laisse mettre une image dans votre tête, ça ne me regarde pas. Si on utilise de la paille, en appliquer suffisamment pour éviter que les mauvaises herbes ne poussent au travers. Si vous n'en mettez pas assez, les mauvaises herbes vont pousser. Puis là, vu qu'il y a de la paille, vous ne pourrez pas passer le sarcleur. Ça, c'est vraiment à éviter. Il faut vérifier au printemps si l'ail n'est pas coincé en dessous. Puis des fois, ben justement, le monde, il l'enlève parce que s'il est trop épais puis ça a trop pogné d'un pain, ben faut l'enlever. Puis des fois aussi, des sites plus froids, pour être sûr qu'à l'école puis avoir une uniformité dans la levée, ben c'est une bonne idée. C'est pas gratuit la paille souvent, là. Ben, pas souvent. Sauf exception bien rare, là, ça coûte quand même de l'argent. Puis ça prend du monde pour l'étendre. Puis peut-être des machines aussi. Fait que les défis, c'est de trouver de la paille, mais aussi trouver de la paille propre, qui n'amènera pas de semences de mauvaises herbes. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'amener des nouvelles mauvaises herbes dans un champ qui n'en avait quasiment pas. Ça aussi, c'est vraiment à éviter. Donc, il y a différents scénarios, des céréales de semences, c'est assez propre, mais aussi des graminées à forte biomasse, que les semences ne sont pas viables, genre Alpis roseau, panique érigée, ou regardez par chez vous. Euh, Peut-être s'il y a beaucoup de phragmites chez vous, mais je ferai attention pour pas qu'il y ait d'implantation de phragmites ensuite, parce que des fois, elles s'implantent. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, plantation dans une culture de couverture, c'est quelque chose qui est en développement. Moi, c'est quelque chose que je vais regarder beaucoup dans les prochaines années. Les gens qui font un mélange soit avoine ou avoine pois fourragé, c'est moins risqué avec avoine, parce que avoine pois fourragé, si ça part en peur, puis que tu as 8 tonnes à l'hectare, 10 tonnes à l'hectare de biomasse, parce que du pois fourragé dans un sol en santé, ben ça peut venir 8 pieds de haut, là. Puis là, après ça, ça écrase, l'ail risque de mourir en dessous. Fait que c'est à faire avec précaution. Il faut connaître sa variété de pois fourragé puis son site. Si c'est à commencer, ben essayez plutôt au début avec l'avoine, si c'est à semer, à planter plutôt dans la culture de couverture. Bon. Au niveau de la fertilisation, je vous présente très rapidement les besoins théoriques, parce que c'est des besoins théoriques. Disons qu'on va continuer à travailler là-dessus, puis notamment l'équipe de Christine Landry, on travaille en collaboration avec elle de différents projets qui incluent différents apports de fertilisation et différentes combinaisons d'engrais verts et de paille et de pas de paille. Donc, d'ici quelques années, on va dire, ben, on va avoir des informations vraiment plus claires là-dessus. Puis, on dit grille différente du Carac jusqu'à 110 kg hectares d'azote, mais un essai qui a été réalisé par l'équipe du MAPAC dans quatre régions différentes sur 3 ans, ben, là, il n'a pas répondu à la fertilisation à l'azote 6 fois sur 10. Fait que ça veut dire que dans 6 fois sur 10, qu'on mettait de la fertilisation ou qu'on n'en mettait pas, l'ail était aussi belle. Visuellement, elle était un petit peu plus belle tout le temps pareil,
mais statistiquement, au niveau du poids, il n'y avait pas de différence. Puis la dose 60 kg d'unité d'azote avec des granules de fumier, si on considère un CE à 100%, ben ça semble être la dose économiquement judicieuse pour des sols en bon état, donc en santé, et relativement riche en phosphore potassium. Donc, encore là, faites des tests chez vous, mais ça ne sert à rien d'aller, on dit topper, d'aller vous accoter dans le maximum des recommandations du guide, vous gaspiller, puis peut-être même que vous polluez. Bref, c'est à vraiment prendre en considération. Une chose aussi à prendre en considération, c'est si vous mettez de la paille, ben, il faut augmenter un petit peu l'azote. On n'a pas d'essais qui ont été faits présentement. On n'a pas de résultats par rapport le nombre d'unités d'azote qu'il faut pour compenser. Mais si on s'inspire de ce qui a été fait euh, par, une de mes collègues, 30 kg d'azote à l'hectare dans la courge avec un paillis de seigle, ça a compensé, dans le fond, l'apport de la paille. Donc, parce que la paille, c'est très carboné, il faut ramener de l'azote pour rééquilibrer le tout. Je vais y aller un petit peu rondement là-dessus. Au niveau de la phytoprotection, c'est une stratégie globale. Faut vraiment réfléchir de manière globale. Il n'y a pas de solution miracle. Premièrement, ben, c'est la prévention. La prévention, ça passe par une semence saine, puis une analyse de laboratoire avant la plantation. Puis moi, personnellement, si je plantais un chandail, ben, j'irais chez le producteur qui va me vendre l'ail, puis j'irais voir le champ. Le champ, est-tu en santé? Ah ouais, il est beau, OK. Ben moi, je veux des semences de ce champ-là, puis je vais me prendre des échantillons, puis je vais les faire analyser. Parce que présentement, on n'a pas de protocole, puis ça va prendre un certain temps avant d'en faire un protocole statistiquement fiable. Puis aussi, faut y aller, faut être réaliste aussi c'est très exigeant au niveau du laboratoire. Donc, présentement, vous prenez quelques plants de manière dispersée, des beaux, des lettres. Des beaux, des lettres, ça, c'est une manière populaire de dire symptomatique et asymptomatique. Symptomatique, c'est des plants pas beaux, puis asymptomatique, c'est des plants beaux. Je reviens au deuxième point. Durant la saison, là, ben, s'il y a des plants qui sont pas beaux dans vos champs, ben, sortez-les des champs, puis jetez-les au vidange. Là. Replantez pas des plants tout croches pour voir s'ils vont ils vont revenir en forme. Là. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Niveau analyse labo-diagnostic durant la saison, ça, c'est une fois que c'est planté, ben, vous le faites. Vous envoyez des échantillons, des beaux plants et des pas beaux. Puis je vais en parler plus tard parce que des fois, les symptomatiques, c'est juste parce qu'il y a eu un stress, physiologique. Puis sinon, ben, les asymptomatiques, des fois, il y en a qui ont un petit peu de nématode ou un petit peu de virus, mais visuellement, ça paraît pas. Fait qu'on a eu des choses intéressantes là, qui sont sorties dans notre portrait provincial. Puis, si vous avez des nématodes, mais c'est vraiment le dernier recours. Ça, vous ne voulez pas en avoir chez vous, genre jamais. Là. Puis, si vous en avez, ben, il y a le traitement au chaud qui fonctionne, mais attention, si c'est mal fait, ben, vous allez faire cuire, vous allez faire de la soupe, vous allez faire cuire vos semences. Puis, si vous ne le faites pas assez fort, ben, le nématode, c'est quand même très résistant. Donc, le nématode, c'est ça. Pour vous donner une idée, là, ça, c'est une pointe de crayon. Fait que c'est tout petit comme ça. Puis, c'est comme un peu un verre avec des petites dents, là. Puis ça rentre dans le bulbe, puis ça fait des pertes. Oui, OK. Ça va? Oh, je viens de tomber en écho, là. Il y a peut-être quelqu'un qui a son micro ouvert. Oui, pouvez-vous fermer vos micros, s'il vous plaît? Merci. Bon, OK. Ben, je vais recommencer la slide. Bon, donc, au niveau du nématode des tiges et des bulbes, Dithylencus dipsaki, on voit ici à quel point c'est petit. Ça, c'est une pointe de crayon. Puis, on voit là, ça en est un, ça en est un. Puis, il y a, je vais mettre dans la présentation qui va être mise en ligne,
je vais essayer de pouvoir ajouter le lien. Il y a une méthode d'autodiagnostic qui a été développée par l'équipe d'Agriculture Canada pour, des fois, regarder, c'est pas aussi bon qu'une analyse de laboratoire, mais quand même, de pouvoir regarder visuellement est-ce qu'il semble en avoir. Fait que c'est quand même bon de le faire, puis des fois de se faire la main sur la méthode. Ça n'existait pas au Québec avant 2011, en tout cas, c'était pas connu. Mais un champ fortement affecté, ça peut aller jusqu'à 90%, puis c'est très long, là. C'est persistant dans le sol de 4 ans et plus. Puis ça peut survivre sur les mauvaises herbes, sur d'autres cultures. Puis un plant infecté peut être asymptomatique. Puis le plant, il dépérit. Ça fait pas des beaux plants. Puis le plateau racinaire, ben, il éclate comme. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent faire ça. Fait que des fois, même si vous avez ça dans votre champ, partez pas en peur. Envoyez des échantillons au laboratoire. Puis faites-vous une petite tisane en attendant de recevoir les résultats. Phytoprotection, autre point, Botrytis pori, la pourriture du col de l'ail. Fait que ça fait de quoi de ce genre-là? Pas très beau. Perte de rendement à 30 à 70 et plus. Dans le fond, si le champ il est mal drainé puis que la semence en avait un petit peu au début, ben, il y a tout ce qu'il faut pour que le champ soit scrap au complet. Au début, il peut en avoir un petit peu, mais ça, c'est comme. Je reviens un peu là-dessus, là. Tu sais, c'est pas qu'on parle autant de santé du sol. Il y en a tout le temps un petit peu, tu sais, là, il y a tout le temps un petit peu, tu sais, un champ pas de virus, un plant pas de virus, pas en tout, c'est bien, bien difficile à faire. Il faut repartir pratiquement là, des cellules souches. Puis un plant qui n'a aucun botrytis, du tout, ben ça doit pas arriver souvent. Mais si le champ il est bien drainé, puis la culture a été plantée au bon moment, ben il y a pas mal moins de chances qu'on ait ces problèmes-là. Donc c'est ça, je passe. Au niveau des virus, je passe rapidement. Ça fait ces genres de symptômes-là. Puis les connaissances sont à développer au Québec. Là, le laboratoire, il travaille très fort pour développer ces connaissances-là. Puis un porteur peut être asymptomatique. Puis une des choses à retenir, là, c'est que, mettons, le virus latent commun de l'ail, lui, c'est le plus commun. Son nom le dit. Puis souvent, il est là, puis ça fait rien. Puis la problématique, c'est que quand on a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième sorte de virus, puis que là, le taux de virus monte dans la plante, c'est là que la culture a crash. La crash, ça, c'est un anglicisme. On va dire que c'est là que la culture euh, devient vraiment dépérie, carrément. Devient pas belle, puis dépérie. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment peut-être ça qui est à retenir. Puis c'est aussi une clé pour dire, avant de rentrer des nouvelles semences chez vous, bien, vérifiez. Si c'est déjà le même virus que vous avez dans votre culture, c'est moins grave. Mais si c'est d'autres virus que vous n'avez pas chez vous, ben, faites pas rentrer des semences qui ont des nouvelles sortes de virus chez vous, parce que les insectes piqueurs vont se promener sur votre ferme, puis là, ils vont faire des mix, ils vont faire des mélanges, puis là, soudainement, vos semences seront plus bonnes. Vous allez être obligé de toutes les vendre pour la consommation en le mentionnant, vu que vous êtes des bonnes personnes, puis de racheter des semences de qualité en faisant ce qu'il faut pour être sûr que vous avez des bonnes semences. Au niveau de la teigne du poireau, ça, c'est les larves ici. Puis, c'est un petit papillon comme ça. Lui, il vient pondre souvent le long de la tige. Puis, il descend. Des fois, il descend même jusque dans le bulbe. C'est plutôt rare, mais souvent, ça va être plutôt tous des trous dans la tige. La stratégie pour la teigne, ben, c'est s'abonner au rap. Le rap oignon, ail et poireau, qui est coordonné par ma collègue de Montérégie, Ève Abel. Donc, oui. Donc, il y a plus de risques pour un plus petit champ. Dans un plus grand champ, c'est souvent juste les bordures. Puis, il y a plein de monde qui n'en ont pas, mais il faut vraiment regarder l'historique de la ferme, puis regarder pour être capable de reconnaître les dommages. Puis après ça, on regarde les recommandations du RAP poireau pour voir, puis faire du piégeage à la ferme. Puis ça, votre agronome va être capable de vous accompagner là-dedans sans problème pour faire des piégeages à la ferme, pour ne pas traiter pour rien. Puis une des méthodes qui est faite, ben, c'est les trichogrammes, mais c'est de la vie, ça là. Dans le fond, c'est des petites guêpes qui vont venir parasiter les chenilles, là. Mais les guêpes, ils aiment ça, les petites larves. Donc, il faut vraiment là, appliquer
les trichogrammes dès que la ponte débute pour que ça fonctionne, parce que si vous le mettez trop tard, vous gaspillez votre argent et votre temps. Euh, les filets anti-insectes, pour les plus petites superficies, c'est recommandé. Puis, filets anti-insectes, là, je vais faire une micro-parenthèse là-dessus. Là. Dans d'autres secteurs, dans d'autres groupes de travail, on travaille pour essayer de pousser pour la mécanisation de la pose puis l'enlèvement des filets anti-insectes. Mais ça serait intéressant au niveau de votre production de semences. C'est un petit peu poussé. Il y en a qui vont dire peut-être que je pousse trop l'affaire, mais si vous avez le temps et le courage de le faire, ben, votre plus belle section, que vos semences sont le plus en forme, puis que c'est votre stock de semences, ben, moi, je mettrais des filets anti-insectes. Fait que comme ça, vous limitez la contamination par des virus en bonne partie. Mais s'il y a des insectes en dessous de votre filet quand vous le mettez, ben, c'est pas tout de mettre des filets. Il faut vérifier en dessous des filets. Y a-t-il des insectes? Ça va-tu bien? Parce que c'est pas magique ça non plus. Si vous mettez les filets au mauvais moment puis que les insectes sont déjà en dessous, ben, au lieu de leur nuire, vous leur rendez service, ils sont prisonniers avec leur lunch préféré, qui est votre récolte. Euh, Portrait phytosanitaire, on a parlé l'année passée, là, fait que je vais y aller vite, puis j'ai un peu parlé déjà de tout ça. Là. On visait les nématodes, deux virus, botrytis. Généralement, c'était beau. Quand c'était de belles apparences, c'était sain, mais c'était pas tout le temps le cas. Donc, demandez un diagnostic complet au laboratoire. Puis, presque la moitié des cas où c'était pas des beaux plans, bref, qui étaient symptomatiques, ben, c'était pas nos quatre ici. Il y a des bonnes chances que c'était souvent un fusarium ou d'autres virus ou d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. Euh, ouais, porteur asymptomatique, je l'ai assez dit. Quand récolter? De la mi-juillet à la mi-août, parce que je parle peut-être à des gens aussi qui sont sur la Côte-Nord ou en Abitibi. Selon les variétés, selon la région, selon votre site, selon le microclimat, quand il reste de 3 à 4 feuilles vertes turgescentes. Turgescente, c'est un mot pour dire encore gorgée de sève. Parce que dans le fond, la tunique autour du bulbe, c'est la base des feuilles. Fait que les feuilles que vous gardez qui sont encore en santé, ben c'est ça qui vont garder votre bulbe beau puis solide. Puis quand vous allez récolter, ben souvent, après ça, vous allez enlever une, des fois même deux feuilles. Fait que là, ça veut dire qu'il vous en reste comme deux, une ou deux. Mais celle que vous commercialisez, vous voulez qu'il vous reste au moins, ben pas au moins, en tout cas, deux ou trois max couches de feuilles sur le bulbe pour qu'il soit solide et qu'il soit beau. Puis il y a aussi une autre méthode. Vous pouvez en sacrifier un une fois de temps en temps, vous coupez, puis là vous regardez, puis là la tige, on voit qu'elle commence à se décoller. C'est une autre méthode. Il y a aussi la méthode avec le Brix, mais c'est pas tout à fait au point, puis c'est pas tellement à recommander. Ma collègue Geneviève elle va parler des équipements, mais j'ai tenu à garder cette diapositive-là quand même, parce que toute la clientèle de l'ail, ben, ça peut aller de la grelinette avec le petit sécateur Felco à la souleveuse à légumes à la super récolteuse automotrice. Puis, il faut ajuster, dans le fond, il faut essayer d'être cohérent dans nos différents équipements. Ça ne sert à rien d'avoir une Formule 1 si votre rang il est plein de trous et de bosses, là, tu sais. Puis que vous n'avez pas d'argent pour mettre du gaz dedans, parce que ça prend du gaz spécial. Au niveau traitement thermique, en fait, non, je vais relire le titre, là. Bref, au niveau du conditionnement post-récolte, un très gros sujet qui a été poussé beaucoup par ma collègue Geneviève, beaucoup aussi en compagnie de Clément Vigneault. Pour essayer de faire durer l'ail, parce que c'est le fun de faire des beaux bulbes d'ail, mais il faut réussir à ce qu'il soit beau le plus longtemps possible. Là, on est rendu que des gens qui font de la musique qui dure quasiment un an de temps, qui est belle. Fait que ça, c'est merveilleux.
c'est le même qu'on va réussir à faire de l'autosuffisance au niveau de la production et la consommation d'ail au Québec, puis peut-être même à m'amener en exporter si on est super bon. Mais bref, c'est ça. On commence par un traitement thermique. Le traitement thermique, ça permet de refermer les cicatrices, diminuer les maladies. Ce qui est suggéré, je le marque ici, là, il y a d'autres combinaisons possibles de temps, de température, de durée, mais 38 degrés, 24 heures. Là, le séchage de 20 à 25 degrés, on vise 21 pendant 15 à 25 jours. Puis, on maintient 50 à 65 d'humidité relative. Puis, quand vous prenez comme une caisse, peu importe votre système, là, mais gardez-vous une caisse, toujours la même caisse, que vous ne changez jamais le contenu. Puis, vous la pesez, puis, puis quand ça fait 2 jours qu'elle a le même poids, ben là, c'est beau, l'ail est prêt, vous pouvez l'entreposer. On a différents équipements ici. On voit là, tu sais, ça peut être avec des caisses de lait, une base avec des vénets, puis une soufflerie pour souffler pour un système de chauffage ou simplement un souffleur pour sécher les planchers dans une pièce avec du chauffage puis un déshumidificateur. Ou on peut y aller avec un système plus avancé comme ça, une ferme que j'accompagne dans son développement, qui a fait un système en collaboration avec Clément Vigneault, ou est-ce que c'est des caisses palettes qui ont fait eux autres mêmes, selon les plans de M. Vigneault, où l'air est poussé ici par les fentes, puis c'est bloqué ici avec des styromousses, puis c'est un système de recirculation avec des clapets, des chauffages, puis c'est très efficace, mais il faut y aller à hauteur de ses moyens, puis de ses ambitions, puis tout fonctionne quand c'est bien fait, puis qu'on comprend ce qu'on fait. Au niveau de l'ail, elle doit entreposer à une humidité relative de 50 à 70 degrés. Température d'entreposage ne doit pas se situer entre 5 et 15 degrés parce que sinon, ça lève la dormance. Puis ça, c'est très important à dire aussi à la personne à qui vous vendez votre ail. Si, mettons, vous vendez de l'ail, euh, même si c'est en gros ou que vous allez vendre dans un commerce, que c'est le commerce qui va le mettre en marché, bien, vérifiez à quelle température qu'il fait à cet endroit-là dans le magasin pour qu'il soit dans une température qui est soit plus froide que 5 ou plus chaud que 15. Conservation à court terme jusqu'à la fin décembre, 21 degrés. Moyen long terme, moins 3,5, puis on remonte à 21 seulement pour la vente. Mais ça, c'est très important. Improvisez pas là-dedans. Là. C'est quand même une technique. Ça prend des équipements très bien ajustés pour savoir ce qu'on fait. Puis on fait circuler l'air pour pas qu'il y ait de condensation puis de pourriture qui se fasse. Au niveau des aspects économiques, ma collègue Geneviève va en parler, donc j'en parle pas beaucoup. Vous avez les chiffres ici. Je veux juste soulever le point. Il y a beaucoup de fleurs d'ail actuellement qui sont non commercialisées. On le sait, c'est pas facile à vendre. Les gens connaissent pas ça, mais c'est bon. Puis là, présentement, moi, l'expression de dire on jette nos choux gras, je trouve qu'on laisse des choux gras dans le champ. C'est bien mieux que des choux gras. Là. Un omelette avec des fleurs d'ail, c'est excellent. Donc, faites connaître la fleur d'ail, puis faites venir des gens chez vous pour vous aider à l'accueillir. Puis là, après ça, ils vont parler de la fleur d'ail, puis faites tourner la roue comme ça. Puis comme ça, ben, tranquillement, ben, la fleur d'ail va devenir populaire, puis elle ne sera plus à 2 piastres le kilo. T'sais. En bref, bien réussir ces cultures d'ail, bien choisir le champ, bien préparer, des bonnes semences, en avoir des bonnes, puis travailler pour les garder saines. C'est pas se gêner pour envoyer des échantillons au laboratoire. Souvent, c'est gratuit pour la clientèle, puis c'est à confirmer d'une année à l'autre. Mais dans les années antérieures, biologique, puis accompagné, relève par un conseiller MAPAC, c'était gratuit. Gardez en tête la méthode asymptomatique et symptomatique, envoyer des bouts et des lettres, pas juste les lettres, ceux qui sont affectés, parce que c'est le fun aussi de voir venir les problèmes, pas juste les gérer, une fois qu'on les a en face. Maîtriser le séchage et la conservation pour garder ça.
garder notre bel ail. C'est beau quand elle est belle à la récolte, mais il faut travailler là-dessus à long terme pour qu'elle reste belle. Puis être accompagné, puis surtout rester à l'affût. Parce qu'à chaque année, il y a de la nouvelle information. On voit Mademoiselle Savaria qui fait sa maîtrise là-dessus, puis il va sûrement en avoir d'autres. Des producteurs qui font des innovations, qui font des nouvelles machines. À chaque année, il y a des nouvelles affaires dans l'ail. Fait ça vaut la peine. Réseautez-vous, puis on va continuer à avoir un secteur très effervescent et très le fun. Donc, voilà. Merci. Je vous remercie bien gros, puis c'était la fin de ma présentation. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Geneviève Legault. Je suis conseillère en horticulture maraîchère à la direction régionale de l'Estrie à Sherbrooke. Moi, j'ai développé plusieurs intérêts là, sur le domaine de l'ail. Je ne suis vraiment pas une spécialiste du domaine que je vais vous parler aujourd'hui, mais en bonne généraliste, là, c'était des aspects là, que je trouve très importants pour les entreprises. Dans le fond, de bâtir des entreprises qui sont durables dans le temps, qui couvrent leurs coûts de production, puis qui permettent une autonomie alimentaire future là, pour le Québec. Là. Fait que c'est toutes des petites questions. Moi, je travaille beaucoup avec mes collègues qui sont agroéconomistes. Donc, c'est toutes des petites questions là, que vous devez vous poser aussi là, quand vient le temps soit de démarrer une production, soit de prendre un virage un petit peu plus vers la mécanisation. Fait qu'on va regarder certains aspects en lien avec ça. Donc, dans un premier temps, je voulais vous parler du temps de travail. Est-ce que vous connaissez le nombre d'heures de travail que vous faites pour votre production d'ail? Est-ce que c'est des choses qui sont connues chez vous? Est-ce que vous notez? Comptez-vous votre temps? Bon, au niveau des employés rémunérés sur votre entreprise, j'imagine que vous savez combien d'heures vous leur payez. Puis on sait là, que le salaire minimum est en constante augmentation, puis qu'il y a plusieurs producteurs horticoles qui doivent payer plus que le salaire minimum pour pouvoir avoir des employés. Donc, les frais pour le producteur de payer des employés sont importants. En 2020, là, si on inclut les charges sociales, incluant les vacances, là, ça revient à 15,74 de l'heure un employé au salaire minimum. Si vous payez un 800 heures par année là, de salaire, ben ça représente quand même un 12 600 de frais là, qui doivent être appliqués là, sur le coût de production de l'ail. Si vous appliquez la totalité du temps de travail, ça peut être beaucoup plus là, au niveau des frais. Donc, on en vient à la question, c'est quoi le coût de la main-d'œuvre par kilo d'ail vendu? Fait que c'est des choses là, que vous devriez être un petit peu alerte là, pour pouvoir bien calculer après votre coût de vente et puis bien mesurer aussi l'impact du temps de travail sur votre production. Donc, dans le cadre de la rédaction du budget ail semi-mécanisé en 2019, qu'on a réalisé avec le CRAAC et puis un groupe de producteurs membres de l'association, on a fait un budget, dans le fond, qui incluait certains équipements. On l'a vraiment nommé semi-mécanisé parce que c'était quand même des équipements vraiment de base. Donc, on avait inclus un planteur à roues comme sur la photo, mais un 3 rangs. Donc, il y a un siège supplémentaire là, qui s'attache à l'arrière pour pouvoir avoir en un seul passage 3 rangs qui sont implantés. Il n'y a pas dans le fond, ici, c'est une photo avec du papier plastique, là, mais c'est un type de semoir comme ça qui était utilisé. Ce semoir-là est autour de 4 000, 4 500 à l'achat neuf. L'autre chose qu'on avait inclus dans le budget, c'était une pailleuse usagée à 2 000. Donc là, on parle vraiment d'une pailleuse en fin de vie, là, probablement pour des petites balles carrées qui auraient été rachetées là, soit d'un producteur de fraises ou autre. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment de base, parce que présentement, sur le marché, on a de la difficulté à trouver des pailleuses à ce prix-là. On avait inclus un équipement de récolte, une lame souleveuse qui aurait été faite probablement par
un atelier spécialisé, donc sur mesure pour l'entreprise, autour de 2 000 et des petits outils et sécateurs pour autour de 500 $. Donc, il y avait quand même beaucoup de travail manuel dans ce budget-là. Tout le craquage était manuel. Il y avait quand même un bon nombre d'heures de désherbage manuel. La récolte de fleurs et de bulbes était faite manuellement. En fait, c'est que la lame souleveuse était passée, puis par la suite, les bulbes étaient pris manuellement dans le champ. Le coupage des tiges au sécateur, tout ce qui était nettoyage, c'était fait manuellement. Il n'y avait pas d'équipement prévu pour le nettoyage et l'emballage, si c'était le cas. Donc, le modèle d'entreprise qui avait été choisi, c'était une entreprise de maraîchères diversifiée qui intégrait la culture de l'ail. Donc, l'entreprise possédait déjà pour l'utilisation dans ses autres cultures d'un semoir à céréales pour semer ses engrais verts, d'un herse à disque, d'un épandeur à fumier, d'un rotoculteur, d'un sarcleur, d'un pulvérisateur et de plateformes, tu sais, de plateformes pour un tracteur là, sur lequel on peut déposer l'ail. Ce qui était vraiment appliqué directement au budget à ce moment-là, c'était la location d'un déshumidificateur et de ventilateurs commerciaux pendant la période de séchage. Donc, il y avait un montant qui était prévu dans le budget. Fait que je vous invite à aller consulter le budget. Il est disponible de façon PDF, mais il est aussi disponible en version dynamique. Donc, c'est possible de modifier les superficies à l'intérieur, puis de modifier certains coûts pour arriver à votre propre scénario d'entreprise. Donc, tout ça pour dire que dans le cadre de ce scénario-là d'entreprise, on était arrivé à un temps de travail d'à peu près 1550 heures à l'hectare pour cultiver de l'ail. En comparaison, dans le légume diversifié, présentement, les maraîchers biologiques diversifiés euh, qui font une multitude d'espèces de légumes, on parle d'à peu près 2500 à 3500 jusqu'à 4000 heures de travail à l'hectare pour du légume diversifié. Quand on parle de légumes mécanisés, on va être plus autour de 2000 heures à l'hectare. Donc, l'ail, somme toute, c'est quand même un peu moins de travail que de cultiver des légumes frais. Par contre, il y a des pics de travail, ce qui est différent peut-être des autres cultures. Euh, donc, il y a un pic de travail lors du craquage, il y a un pic de travail lors de la plantation, ça c'est plus à l'automne. Puis après, au printemps suivant, pic de travail au niveau de la récolte de fleurs, au niveau de la récolte des bulbes et tout ce qui est le post-récolte, donc après le séchage. En fait, le coupage des tiges peut se faire avant ou après séchage et le nettoyage des bulbes après séchage. Donc, c'est quand même beaucoup de temps qui nécessite que deux personnes sur une exploitation ne peuvent pas faire seules parce que ça prend un certain timing pour être réalisé. Donc, si je l'ai mis en graphique, ce que ça donnait, parce que, tu sais, le nombre absolu, c'est une chose, là. Tu sais, sur une entreprise, faire le coupage des tiges, ça peut prendre un certain nombre d'heures, là. Mais si on regarde en proportion du temps, ben, on voit en fait que ben, c'est vraiment tout ce qui est le coupage des tiges, nettoyage, là, qui est le plus énergivore, avec 35 du temps pour l'ensemble du temps de production de l'ail. Ensuite, on a tout ce qui est récolte au champ et transport, manutention en fait de l'ail vers le lieu de post-récolte qui est quand même très important aussi, autour de 28 et le sarclage, là, le sarclage manuel et mécanique, quand ça se fait mécaniquement, il y a quand même, c'est quand même très rapide, mais si on en échappe, des mauvaises herbes, ben, ça peut représenter quand même une bonne proportion du temps de travail pour l'ensemble de la culture. Donc, dans une moindre mesure, il y a la phase de plantation, mais la phase de plantation, on a quand même une fenêtre de temps limitée là, pour la faire dans l'espace d'un mois. Donc, s'il y a des périodes de pluie automnale, on aime ça, faire ça assez rapidement là, dans l'espace d'une semaine. Pas avoir à planter nécessairement pendant 6 semaines de temps. Là, fait il faut avoir des équipements qui nous permettent de réaliser des plantations dans la fenêtre de temps disponible. Donc, à partir d'ici, j'ai fini mon introduction sur le temps de travail. Donc, je vais passer un peu à des diapositives sur des différents équipements qui peuvent vous aider pour réduire le temps de travail. Puis, un des
Dans le fond, le premier bloc d'équipement que je vais vous présenter, c'est en lien avec le nettoyage et la préparation de l'ail après le séchage. Donc, parce qu'on sait que c'est ça qui prend vraiment le plus de temps. Donc, pour les brosses, il y en existe plusieurs modèles de différents nombres de brosses à différents prix. On a quand même plusieurs fournisseurs québécois qui peuvent fournir ce type d'équipement-là. Selon la taille, on peut compter entre 5 000 et 9 000 là, pour des brosses, mais c'est quand même un équipement là, qui vous permet de faire le brossage de votre taille en une journée. Là. Donc, ce n'est pas une longue période d'utilisation comme équipement, mais ça permet d'accélérer énormément le nettoyage et de réduire les frais de main-d'œuvre. Donc, à 2 personnes, vous êtes capable, sans engager d'employés, de brosser l'ensemble de votre production là, pour les plus petits producteurs. Ensuite, certains vont calibrer leur ail, soit pour la vente ou soit avant de le craquer pour les cailleux. Donc, il existe quand même plusieurs modèles. On avait le modèle Hermes, souvent que vous voyez, qui vient plus en ligne de production. Mais il y a aussi dans le fond, d'autres modèles comme des calibreuses à rouleaux. Ici, on le voit de côté, mais si on le regardait sur le dessus, dans le fond, c'est 2 rouleaux qui roulent vers l'intérieur. L'ail avance, puis les rouleaux s'écartent ou je pense qu'ils s'écartent ou se rétrécissent. Là, je m'en souviens plus pour ceux qui l'ont. Puis, ça permet en fait là, de faire tomber les plus petits cailloux au début, puis ça va jusqu'au plus gros. Là. Donc, en fait, ils vont du plus petit au plus grand. Ensuite, il y a tous les ensembles de convoyeurs. Là. Donc, j'ai mis ici la photo de Hermes là, qui est dans le fond le dompeur. Ça peut être avec un dompeur de Palox, là, de grosses palettes de 1 mètre cube. On demanderait, s'il vous plaît, de fermer vos micros. Là. J'entends quelques petits bruitages en fond sonore. Donc, je reprends. Dans le fond, au début de la ligne, vous allez avoir un vide Palox. Donc, c'est un système là, qui va permettre de faire basculer un Palox complet dans une trémie. Et puis, ça va, dans le fond, prendre l'ail de la trémie et l'envoyer sur le convoi. Ça commence avec les brosses. Après, il va y avoir un certain tri manuel qui va être fait pour enlever les plures qui ne se sont pas détachées. Puis de classifier aussi, là, faire une classification visuelle là, de ce qui est pas beau. Par la suite, ça va aller à la calibration. Donc, ça, c'est des exemples de lignes de conditionnement qui sont disponibles de façon par des compagnies. Il y a aussi là, des ateliers spécialisés en ingénierie agricole là, qui développent certains systèmes, comme ici, là, c'est Conception du Québec, qui en ont vendu quand même plusieurs là, sur les entreprises du Québec. Là. Donc, on peut compter quand même un certain nombre de dollars pour ce genre de système-là. Seulement un convoyeur, on peut penser entre 3 000 jusqu'à 5 000 dollars. C'est sûr que ça dépend énormément de la grandeur, de la vitesse à laquelle il faut que ça roule. Il y a plusieurs fournisseurs de ce type d'équipement-là au Québec. Les plus connus, bon, c'est sûr, Conception du Kit, VegTech, qui est quand même une compagnie récente là, qui est en Montérégie Ouest. Univerco fait aussi des lignes de lavage-nettoyage, entre autres pour les oignons. Produce-Tech le fait pour les fruits, mais il y aurait certainement des convoyeurs qui seraient disponibles, qui ne sont quand même pas très spécialisés. Là. Hermes, bien sûr, ont leur ligne spécifique à l'ail. Et puis, pour les plus gros joueurs, Équipement Capital dans la Naudière, là, qui font des usines de transformation là, quand même assez d'envergure. Là. Fait que pour des petits projets, ce n'est pas adapté, mais pour des plus gros projets, là, c'est un fournisseur. Ensuite, le craquage, dans le fond, on avait depuis plusieurs années la craqueuse de conception du ketch. Je ne pourrais pas vous expliquer le fonctionnement précisément, ce n'est pas ma spécialité. Puis, plus récemment, on a une petite craqueuse là, qui est vraiment un autre système là, qui va fonctionner, dans le fond, avec 2 disques de caoutchouc en rotation pour venir séparer les bulbes d'ail. Puis, il y a une soufflerie aussi pour évacuer les pelures, là, qui est vendu par VegTech. Fait que ces petits équipements-là, là, c'est autour de entre 4 000 et presque 8 000 là. Il y en existe une de Hermes aussi là, qui est en vente, mais souvent plus en package avec des lignes de convoyeurs complets.
Fait que j'en suis là pour les outils. Dans le fond, la calibreuse à cailleux, j'ai pas de photo. On peut compter un 5 000 à 6 000 donc après le craquage. La calibreuse à cailleux va être très utile là, pour les producteurs qui veulent faire de la plantation mécanique parce que quand ils vont en fait, en plantation mécanique, on doit choisir la grosseur des cuillères. Souvent, on va calibrer les cailleux en 3 grosseurs puis on va faire des lots de plantation en changeant les cuillères selon la grosseur des cailleux. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'il y a plusieurs producteurs qui, au début, s'achètent une planteuse, mais ils n'ont pas nécessairement de calibreuse à cailleux. Fait que là, c'est pas optimal encore. Donc, il faut quand même prévoir que si vous allez vers une plantation mécanique, euh, il faut quand même une calibreuse à cailleux. Donc, je vais être rendue à la phase de plantation. La phase de plantation, bon, je vous présente ici le petit semoir très manuel de TerraTech France, juste pour vous dire que ça existe. C'est quand même très dispendieux, là, on parle de plus de 2 000 là, en fait, c'est 1 489 € en vente sur leur site internet en Europe. Donc, avec les frais de transport et tout ça, là, c'est extrêmement onéreux. Donc, moi, j'en connais pas là, des producteurs qui l'ont au Québec, mais c'est quelque chose qui existe. Ensuite, différents semoirs, comme ici, là, c'est un semoir italien qui est disponible au Québec d'un fournisseur québécois. On parle d'à peu près là, 7 à 8 000 pour ce planteur-là qui est 2 rangs. Euh, Dans le fond, c'est une plantation qui est manuelle. Fait que c'est strictement une trémie. Et il y a quand même 2 opérateurs qui vont prendre les cailloux et qui vont les placer dans des petits trous, là. C'est quand même plus adapté pour l'ail, mais il existe aussi d'autres types de semoirs comme ça, comme des planteurs à godet qui sont utilisés en production maraîchère, qui pourraient être utilisés, là, qui sont peut-être, j'ai pas fait la recherche sur les prix, là, mais qui avaient déjà été discutés là, dans d'autres présentations auparavant. Dans le fond, dans les modèles sans aux opérateurs, dans le fond, c'est des trémies qui prennent elles-mêmes avec des cuillères l'ail justement dans des trémies. Le 4 ans, le modèle Garmache qui vient de la Pologne a suscité quand même de l'intérêt là, chez les producteurs dans les dernières années. Il y a quand même plusieurs de ces semoirs-là qui ont été achetés au Québec. Il y avait un fournisseur de l'Ontario là, qui était revendeur pour la compagnie Garmache polonaise, mais il y a aussi des achats directs là, qui ont été faits de la Pologne. Les prix ont quand même beaucoup augmenté là, dans les dernières années. Là, fait que juste depuis le mois de juillet, moi, j'ai eu une soumission sous les yeux la semaine dernière, là, puis c'est déjà augmenté de 500 dollars. C'est sûr que, tu sais, on est dans un contexte où les prix de l'acier sont en augmentation fulgurante, là. Donc, les coûts des équipements aussi là, augmentent assez rapidement, là. Il y a Wilcy en Ontario qui a quand même toute une gamme au niveau de l'ail, mais au niveau des prix, là, ne sont pas nécessairement plus compétitifs là, que ce qu'on peut retrouver de fournisseurs québécois. Mais ça existe. Donc, si vous avez trouvé des équipements usagés Wilcy, là, sachez qu'ils ont quand même des choses adaptées pour la culture de l'ail. Je vous ai mis ici AgroDealer parce que je l'ai découvert avec un producteur. Je vais vous présenter un autre type de semoir après. Mais ils ont aussi des modèles 4 ans, des modèles 3 rangs qui ressemblent à Garmache. Je ne l'ai pas vu en fonction. À ma connaissance, il n'y a pas de producteurs qui l'ont acheté au Québec, mais les prix étaient quand même assez intéressants, là. On parlait d'un 3 000 canadien plus transport de la Lituanie. C'est quand même du métal solide selon le producteur qui a fait venir un autre modèle plus manuel là, que je vais vous montrer. Donc, il y a peut-être des possibilités à regarder du côté de AgroDealer en Lituanie. C'est toujours au niveau des frais de douane qu'il faut prévoir aussi, là. Il y a quand même des frais de douane au-dessus de 200 plus les frais de transport et le temps de shipping. Donc, pour continuer avec les semoirs,
Gould Eye, un producteur de la région, a conçu, dans le fond, un semoir avec 4 trémies indépendantes, ce qui permet aussi là, d'ajuster de la grosseur de cailloux différente par trémie avec des cuillères différentes si vous avez des petits lots. Donc, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Il fait sur mesure, sur commande, 1 an d'avance. Lui, il fait ça dans ses mois d'hiver. Fait qu'il prend quelques contrats chaque année. Plusieurs producteurs ont acquis ce modèle-là dans les 3 dernières années, là. C'est vraiment très abordable là, en ce moment sur le marché. C'est ce qui est le moins cher. Au niveau des planteurs mécaniques et pneumatiques, ben, c'est sûr que la gamme Herm est assez constante dans ses prix depuis les dernières années. Donc, on peut parler là, d'un 8 000 à 15 000 selon le nombre de rangs pour un planteur mécanique Herm. Au niveau d'un planteur pneumatique, en fait, c'est qu'il y a une injection d'air, ce qui permet vraiment un placement de cailleux très précis. Donc, beaucoup plus de précision lors de la plantation. Il faut compter un 25 000 là, pour un 3 rangs. Fait que le modèle que je voulais vous parler, que je sais que plusieurs producteurs de petite taille dans l'ail, donc c'est un producteur de Magog ici dans ma région qui a commandé de la Lituanie, là, le agro dealer, un semoir manuel 1 rang, mais qui a adapté sur un BCS. Donc, il s'est fait faire une attache là, par un machiniste. Puis, ils l'ont en fait adapté là, pour pouvoir semer avec BCS. Donc, c'est un semoir quand même pour des cailloux de musique. Là, il y avait quand même des problématiques, là, des gros cailloux. Là, ça restait coincé dans le bas de la trémie. C'est une première plantation cet automne. On n'a pas vu la levée encore, là. Mais c'est des choses là, qui peuvent quand même vous donner des idées là, il y a quand même plusieurs choses de possibles. Puis eux, selon la grosseur de l'équipement, ils pensent qu'ils vont être capables, dans le fond, de faire un 3 rangs. Parce que là, ils étaient obligés de passer 3 fois par an, parce que c'est une butte de 3 rangs. Fait que c'est ça, au niveau des petites. Dans le fond, ce semoir-là, avec les frais de douane et les frais de transport, était environ 2200 de la Lituanie, là. Et puis, c'est ça. Ce qu'ils ont trouvé difficile, en fait, c'était de bien ajuster l'angle, dans le fond, avec le BCS, là, il peut avoir un ballant. Donc, de bien ajuster la profondeur de semis, c'était très difficile. Fait que peut-être en ajoutant une espèce de roue de profondeur là, sur la barre, ça pourrait aider à stabiliser le système, là. Fait qu'il y a quand même des améliorations, mais ça peut donner des idées à certains patenteux d'entre vous. Puis, si vous avez des questions, là, les frères Daille sont très ouverts à se faire contacter. Donc, vous pouvez les contacter sur leur page Facebook. Au niveau de la gestion des mauvaises herbes, je voulais faire un peu du pouce. J'ai mon collègue Jonathan Roy qui est là et Sam Chauvette aussi qui ont collaboré cette année avec le CRAAC, un projet de fiches, outils de désherbage mécanique en production maraîchère. Donc, c'est plusieurs équipements qui sont détaillés. Là, c'est vraiment intéressant au niveau de tous les ajustements qui sont possibles, les conditions d'utilisation. Donc, je vous invite à aller les consulter. Les fiches, c'est des fiches par outil. Euh, Dans la gestion des mauvaises herbes, Sam en a parlé, mais vraiment, l'idéal, c'est d'y aller en gestion préventive, là, de bien préparer ses terrains, de faire un engrais vert. Vous avez la chance, là, il est planté à l'automne, donc vous avez quand même une belle fenêtre là, pour faire un engrais vert avant la plantation. De ne pas amener des mauvaises herbes avec la paille. Puis, il y a, au niveau de ce qui est fait présentement chez les producteurs qui n'ont pas de paille, là, ben, c'est les passages de peigne. Fait qu'il y a quand même des peignes de plusieurs dimensions disponibles. Il y en a des largeurs de 5 pieds là, pour des petits tracteurs. Puis, l'utilisation de pas de doigts dans les entrerangs et de sarcleurs à doigts cresse pour le rang. Fait que là, à partir de là, je vais vous présenter 2 nouveautés, dans le fond, des semoirs là, qui ont été soit achetés dans la dernière année ou disponibles sous peu au Québec. Un modèle qui a été acheté par une productrice là, qui a bien voulu que j'en parle. C'est le système de Christian Agrosystème de Hollande.
Donc, c'est un système de peigne, mais qui va faire une rotation de façon latérale, ce qui permet d'aller dégager les mauvaises herbes sur le rang de l'ail. Puis dans les entre-rangs, là, moi, je ne connais pas bien la gestion des entre-rangs dans ce système-là. Un des désavantages qu'on a vu en fait avec ce système-là, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement possible en cours de passage de la hauteur de travail. Et donc, si vous avez une espèce de planche ronde ou une butte, c'est possible là, que ça marche moins bien. Fait que si Anouk de Conin qui est là, peut-être tu pourras, dans la période de questions, faire des commentaires sur le système, étant donné que je ne l'ai pas nécessairement vu aller. L'autre système qui est en vente par ADJM, qui est le distributeur québécois, c'est un système de Belgique Vanook. C'est un peu le même principe, là. C'est des peignes latéraux là, qui vont être en rotation. Par contre, lui, c'est un 4 ans aussi. Puis, chaque unité, dans le fond, est sur une roue indépendante, donc des parallélogrammes. Puis, ça va permettre, dans le fond, si quelqu'un est en pente, ben, chacun des rangs va être ajusté à la bonne hauteur. Fait que c'est quelque chose qui peut être quand même intéressant là, qu'on va, dans le fond, qui a été commandé, puis qu'on va observer là, cet été. Donc au niveau de la récolte maintenant, c'est sûr que bon, il y a des super belles récolteuses, spécialisées pour l'ail, un rang, pour une récolteuse équeuteuse, donc qui coupe, les tiges. On peut parler d'un 40 000 puis là, si vous ajoutez un 2, 3, 4 rangs, ben, ça peut aller jusqu'à 100 000 une récolteuse équeuteuse neuve. Donc c'est très dispendieux. La majorité des producteurs se débrouillent, en modifiant de la machinerie agricole, de d'autres cultures. Donc ici, c'est une récolteuse à carottes, modifiée, qui permet dans le fond là, qu'il y a eu quand même plusieurs années d'ajustements. À chaque année, on modifiait, certaines choses, des straps, la largeur et cetera là. Donc mais c'est des choses, dans le fond, c'est des machines souvent qui demandent beaucoup d'amour, là, qui prennent beaucoup de temps. Mais pour les patenteux, là, c'est des choses qui sont possibles. Puis si vous avez un bon mécanicien agricole dans votre village aussi, là, c'est des choses qui pourraient être faites à moindre coût. Sinon, ben, pour les autres, c'est sûr, là, la lame souleveuse, on en a parlé. C'est sûr qu'il faut quand même avoir un petit tracteur, pour pouvoir tirer ça. Fait que les gens qui sont strictement manuels, qui n'ont pas de tracteur, là, ça devient difficile de mécaniser l'étape de la récolte. Puis quelques petites, récolteuses à pommes de terre, c'est sûr que c'est pas l'idéal, là, il y a probablement, selon, les variétés là, c'est pas adapté parce que ça doit coincer dans les mécanismes là. Mais il y a quand même des petites récolteuses à pommes de terre là, autour de 4 000 en vente là, chez des équipementiers québécois là. Puis, quand on regarde sur YouTube puis sur, internet là, on trouve toutes sortes d'affaires faites en Chine aussi là, mais ça c'est tout le risque là d'avoir, des surprises lors de la réception puis, les frais de dédouanage et de transport. Fait que le paillage, moi, j'ai eu beaucoup de questions cette année. Ça a été la question du paillage, sur, dans le fond, les gens aiment ça, pailler. Moi, dans ma région, c'est quand même, la couverture de neige est souvent, non prévisible, là, fait que c'est quand même une police d'assurance de pailler. Hem donc la première démarche à faire quand on veut se chercher une pailleuse, c'est de déterminer, ça va être quoi notre approvisionnement. Parce que là, si vous changez tout le temps de petites balles, de grosses balles rondes, grosses balles carrées, il faut, dans un premier temps, sécuriser votre approvisionnement, vous assurer que vous allez tout le temps avoir le même format. Hem Fait que c'est la première des choses. Après, pour des achats neufs, c'est vraiment très cher. Fait que, tu sais, c'est un équipement qui est pas utilisé beaucoup d'heures par année. Puis, tu sais, ça peut aller là, jusqu'à presque 30 000 là, pour un hache-paille, une seule balle ronde, là. Fait qu'il faut être judicieux dans notre choix d'équipement. Donc, l'idéal, ça serait de travailler à forfait. Si vous avez un voisin qui alimente des bovins, puis qui a un hache-paille qu'il utilise pour la litière, ou si vous avez, un producteur de fraises à proximité, pour votre information, là, les producteurs de fraises, eux, ils doivent attendre, dans le fond, le début septembre
le début de décembre avant de pailler leurs fraises parce que les plants de fraises doivent s'acclimater au froid. Ils doivent subir des périodes de froid pendant une certaine période de temps. Là, les plants changent de couleur, ils deviennent rouges, puis c'est suite à ça qu'ils vont pailler. Donc, vous auriez une fenêtre là, de travail pour pailler avant que les producteurs de fraises aient besoin de leur machinerie. Donc, vous associer avec un producteur comme ça pour un achat groupé, ça pourrait être vraiment intéressant. Sinon, ben, pour les équipements usagés, c'est souvent justement les petits producteurs de fraises là, qui sont à la retraite, là, qui vendent leur équipement, qui ont des petits équipements pour des petites balles carrées. Là. Fait que ça vous permet de trouver une pailleuse à moindre coût. Certains producteurs le font avec un épandeur à fumier. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a trouvé là, dans la dernière année en fouillant pour trouver des pailleuses. Fait que les compagnies, là, Altec, Teagle, Valmetal, qui est québécois, Équipement Émilie Canada, qui est québécois, et Buster, ils ont tous des distributeurs québécois ici au Québec. Puis c'est souvent en alimentation ou en alimentation animale ou dans des magasins spécialisés pour les équipements pour bovins, là, que vous allez trouver ça. Donc, un HPAI qui a été sur nos bureaux, là, c'était, en fait, c'est que je vais vous expliquer tantôt que nous, on a des programmes de subvention. Puis, un des modèles qui a été acquis dans le cadre de ce programme de subvention-là, c'est un modèle de Valmetal qui s'attache sur le 3 points du tracteur. C'est vraiment fait pour l'alimentation du bétail. Mais ça permet de faire une application de paille de façon latérale. Puis ça hache la paille aussi, des grosses balles. Puis c'est le moins cher que j'ai vu à ce jour sur le marché. C'est entre 7 000 et 8 000 dollars. Ensuite, Altec, plusieurs ont des modèles comme à gauche ici, c'est des dérouleuses. Donc ça ne hache pas la paille et ça va projeter dans le fond, ça va dérouler la balle sur le côté du tracteur. Fait que ça, c'est des choses qui sont quand même un petit peu plus chères que la précédente, là. On peut parler là, jusqu'à 15 000 là, selon le type de modèle. Il y a toute la question de chargement de la balle aussi, là, que les producteurs m'expliquaient, là, mais je pourrais pas vous expliquer tout ça. Sinon, ben, dans les modèles là, plus H-paille avec des grosses balles carrées, il y a des modèles de Altec aussi. Là, puis notre fournisseur ici en Estrie Conception Duquette là, en fait aussi un modèle. Là, c'est autour de 25 à 28 000 là, ces modèles-là. Sinon, le modèle HPAI Teagle, qui est aussi semblable au modèle de Équipement Émilie Canada, c'est des équipements qui sont autour de 20 à 22 000 C'est une seule balle ronde. Il y a différentes dimensions là, pour la balle, puis ça permet une application ici, c'est localisé dans les entrerangs de fraises, mais ça permet aussi de projeter là, sur une largeur de 25 pieds. Puis ça travaille avec du matériel, ben, eux, ils disent sec ou humide. Là. Humide, c'est dans le cas que ça serait des balles rondes pour alimenter le bétail. Là. Fait que c'est sûr, si vous avez une coupe de bovins, là, ça peut être un équipement un peu plus versatile. Fait que ça serait ça pour la paille. Là, j'ai pas regardé l'heure pantoute. Si quelqu'un veut me dire s'il me reste c'est du temps, c'est Il était minuit. 1 h 30, bon, c'est parfait. Fait que j'ai presque fini. Dans le fond, je voulais juste vous mentionner, je vois sur les groupes de discussion, beaucoup de monde aimerait euh, ben, s'éviter des ampoules aux mains lors du moment de coupage. Là, quand on a beaucoup de bulbes à couper, là, ça peut être assez exigeant physiquement, surtout pour des gens qui font ça juste une fois par année. Là, c'est comme un gros chantier pour les mains. Là. Donc, il existe quand même une multitude de sécateurs électriques. Là. C'est sûr que c'est des équipements qui sont chers, 2 000 à 3 000 mais comme propriétaire, je pense que vous pouvez vous faire un petit cadeau de Noël. Puis, sinon, ben, j'ai résumé un petit peu ici là, à quoi ça pourrait ressembler. Là. Un producteur, là, à partir de 30 000 bulbes, là, ça devient difficile de ne pas être mécanisé. Là. Craquer 30 000 bulbes à la main, ça devient quand même pas mal de travail, puis sur le corps aussi. Là. Donc, donc, la craqueuse, serait comme un bon choix. La brosseuse, peut-être un sécateur électrique pour vous aider. Au niveau d'un rouleau traceur avec des pointes pour faire les trous.
C'est pas cher, là, 600 $, un machiniste spécialisé de votre coin peut vous faire ça, des chariots de récolte. L'idée, c'est d'être le plus efficace possible quand vient le temps de faire vos chantiers de travaux. Vous savez que ça prend du temps à récolter de l'ail et le manipuler. Donc, essayez d'être le plus efficient là, dans la façon de penser vos opérations. C'est sûr que ça peut se faire aussi avec ce nombre de bulbes-là, avec des systèmes assez simples de ventilateurs et de déshumidificateurs, puis un motoculteur commercial encore, là. Euh, Ensuite, ben, quand on parle de plus de 50 000 bulbes, là, il faut vraiment penser à se mécaniser. Puis, c'est une des erreurs que je vois le plus fréquemment, c'est que les gens qui ont 1 hectare vont s'équiper comme s'il y en avait 4. Donc, tu sais, ils vont avoir énormément de, tu sais, ils vont désirer énormément d'équipements, mais au bout du compte, ça fait un coût de production sur le volume vendu qui est très élevé. Fait que c'est vraiment un défi de trouver des équipements de gamme moyenne qui vont vraiment répondre à votre modèle d'entreprise là, pour pas que vous ayez trop de charges là, sur les épaules. Donc, c'est quoi les impacts de la mécanisation? Je vais y accélérer un petit peu. Bon, c'est quoi le coût réel là, de votre mécanisation? C'est quoi votre impact sur votre coût de production? Souvent, les producteurs sont dans le dilemme de si j'augmente mes superficies que je mécanise, est-ce que nécessairement mon entreprise va être plus profitable ou je vais juste augmenter mes coûts de production? Aussi, ben, c'est sûr que c'est tentant là, quand on s'achète une belle planteuse herbe, c'est facile semer, ben, de planter des hectares et des hectares, mais il faut toujours avoir dans l'idée que ces produits-là, ben, il va falloir les entretenir, il va falloir les récolter, il va falloir tout faire la manutention post-récolte, avoir des installations de séchage adéquate. Il faut que toute la ligne de production suive. Puis ultimement, ben, il faut avoir le marché pour vendre l'ail qu'on plante, là. Donc, c'est beaucoup de coûts, tout ça. Puis de garder de l'ail en entrepôt invendu, c'est extrêmement coûteux, là. Et donc, j'en ai parlé là, du séchage et l'entreposage qui est quand même un aspect majeur. Fait que quelques outils pour vous aider. On va terminer là-dessus. Après, on va pouvoir répondre à quelques questions, mais j'imagine qu'on ne pourra pas répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Donc, pour vous aider, c'est quoi les démarches? Bien, au niveau des services professionnels, il y a le réseau Agriconseil. Donc, au niveau du réseau Agriconseil, au niveau technique, au niveau mise en marché, il y a des professionnels qui sont disponibles, qui sont indépendants, qui sont accrédités par le réseau. Vous pouvez contacter le réseau de votre région, dire votre besoin. Ils vont vous référer vers une personne compétente pour vous aider. Les services du réseau sont subventionnés pour les entreprises en démarrage, peu importe votre âge, à 85 pour les 5 premières années d'existence de votre entreprise. Sinon, les taux varient selon les services, là, selon les régions un petit peu, les taux de subvention, mais c'est jamais en bas de 50. Fait qu'hésitez pas à appeler le réseau si vous avez besoin de peaufiner certains aspects de votre entreprise. Ensuite, dans les outils, ben, c'est vraiment au niveau de bien faire un vrai budget d'exploitation complet. Donc, pas juste revenus moins charges, là, mais d'inclure tous les frais, incluant les charges de possession de vos équipements, incluant la main-d'œuvre, prévoir un salaire pour les propriétaires. Puis, c'est vraiment là que vous allez voir si votre entreprise elle est rentable. Donc, au MAPAC, on a un guide de rédaction du plan d'affaires. Il y a aussi des fichiers Excel associés à ça. Si vous en avez besoin, vous pouvez nous contacter, puis on va vous transmettre les documents. Il y a beaucoup d'outils disponibles maintenant sur Internet, tant sur AgriRéseau que sur le site du CRAAC. Donc, il y a un super guide là, sur les coûts de production en agriculture qui est disponible maintenant depuis cet automne sur le site du CRAAC. Il y a quand même des frais là, pour y avoir accès. Sinon, dans les outils gratuits, calcul de coûts de production pour la mise en marché, le calcul de budget de trésorerie de gestion, ça c'est sur AgriRéseau. Il y a l'agro-calculateur aussi là, qui vous permet là, de différencier des coûts de production selon le circuit de vente. Donc, si vous avez de la vente en gros, de la vente en marché public, de la vente sur commande, ça vous permet de vraiment savoir le coût de production pour chacun des canaux de mise en marché. Donc, c'est des outils qui sont gratuits. Il y a des formations aussi d'offertes à chaque année, il y a des vidéos promotionnelles.
Quand je vous posais ma première question, est-ce que vous savez combien d'heures de travail vous travaillez sur votre culture? On a un super fichier de temps de travail Excel qui est disponible sur le site du CETAB dans les outils de gestion que vous pouvez télécharger. Commencer à compter votre temps, c'est déjà une première étape. Et puis, dans la gestion des risques, là, souvent, les producteurs d'ail ne le savent pas, mais il y a quand même des mesures de support financier au niveau de la financière agricole pour pallier là, à des écarts de revenus d'une année à l'autre. Donc, si vous avez une mauvaise saison, ben, il y a des programmes de gestion du risque là, qui s'appellent Agri-Québec, il y en a plusieurs, là, Agri-Investissement. Et puis pour les producteurs qui entament une transition vers le bio, il y a des bonifications. Donc, c'est important de contacter la financière agricole dès le début de votre transition. Fait que pour finir avec les programmes d'aide financière, dans le fond, on est dans des années où il y a beaucoup de financement disponible au ministère de l'Agriculture. Il y en a aussi disponible à la financière agricole au niveau du programme Investissement Croissance. Mais au niveau du ministère de l'Agriculture, on a 3 principaux programmes qui peuvent vous aider à acquérir des équipements. Pour des producteurs qui sont établis, c'est le programme Initiative ministérielle en productivité végétale. C'est pour les entreprises en production végétale, donc plus de 50 du chiffre d'affaires en production végétale, qui permet d'acquérir des équipements qui vont réduire le temps de main-d'œuvre. C'est un programme qui est ouvert en continu jusqu'en décembre. Donc, ça vaut la peine là, de vous y attarder rapidement si vous pensez avoir des achats d'équipements à faire dans la prochaine année. Sinon, l'autre programme, c'est le programme Territoire Relève et Entreprises de petite taille pour les entreprises de petite taille qui font des ventes agricoles de moins de 50 000 Ça, c'est toutes ventes confondues, incluant les ventes en production animale. Il n'y a pas de limite d'âge. Vous pouvez appliquer sur ce programme-là. Et pour les entreprises de la relève, il y a le programme, le volet 1, en fait, là, pour les moins de 45 ans, mais il y a quand même des critères au niveau de la relève. Il faut qu'il y ait une formation reconnue en agriculture pour être admissible, puis une certaine expérience agricole. Fait que je voulais présenter, en fait, notre équipe au MAPAC. On a la chance d'avoir 17 régions administratives au MAPAC avec un bureau régional dans chacune des régions. Dans chaque région, il y a un conseiller qui est attitré aux cultures des légumes et de l'ail. Donc, vous avez la liste ici, Gaspésie-de-la-Madeleine, Dominique Martin. Donc, si j'ai des collègues qui sont présents, vous pouvez ouvrir votre caméra, peut-être ouvrir votre micro puis parler, comme ça, on va vous voir apparaître dans notre champ de vision, là. Donc, Dominique Martin de Gaspésie et de la Madeleine, Bas-Saint-Laurent, c'est Joël Ouellette, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mère-Pascal, bien sûr. La Côte-Nord, ça va être Ruby Liodi. Capitale nationale, c'est Jenny Leblanc. Chaudière-Appalaches, Jonathan Roy et Carl José. Ensuite, Mauricie, c'est Yves Auger. Centre du Québec, c'est Sam Chauvette. Istrie, c'est moi. Montérégie-Est, c'est Isabelle Couture qui est avec nous aussi. Allô, Yves? Bonjour. Ah, il y a Isabelle qui est là. Montérégie-Ouest, c'est Ève Abel. Dans le fond, Mario Leblanc a pris sa retraite la semaine dernière. Donc, c'est maintenant Ève qui a l'entièreté des reines de la culture en terre noire. Et puis, c'est Riva Cana qui s'occupe au niveau des terres minérales en Montérégie-Ouest. Montréal, Laval, Lanaudière, c'est Mélissa Gagnon. Laurentide, Ousna El Dlani. Outaouais, c'est Julien Venn. Et puis, Abitibi, dans le fond, ils n'ont pas de conseiller en horticulture, mais ça va être Daphné Toussaint, l'agronome, qui va répondre aux questions des producteurs de l'Abitibi.